Je m'appelle Mika Jenin et il y a 2 ans, j'essayais juste de tenir le coup un autre mardi interminable. J'avais 30 ans et je gagnais à peine ma vie comme conseiller d'orientation dans un lycée d'Atlanta. Mon appartement était modeste, le genre d'endroit où le chauffage crépitait plus fort que la télévision et où la peinture s'écaillait dans les coins du plafond de la salle de bain. Mais j'avais mes habitudes, mes petits réconforts. L'un d'eux était un caramel macchiato de chez Chapter & Bean, le café niché dans l'enceinte de la librairie Crestwood Books, sur Edgewood Avenue. Ce jour-là, je me souviens être rentré en fin d'après-midi. Ma cravate s'était desserrée et j'étais à bout de nerfs après une journée de drame d'adolescent, de panique concernant les moyennes et une conversation particulièrement déchirante avec un enfant dont les parents étaient en instance de divorce. J'avais besoin de caféine. J'avais besoin de calme. J'avais besoin d'un moment où personne ne s'attendait à ce que je réponde. J'ai poussé la double porte et j'ai été accueilli par l'odeur riche et familière des grains torréfiés et du vieux papier. L'endroit avait cette ambiance chaleureuse et douillette. Un doux bourdonnement de jazz au-dessus de ma tête, des pages qui tournaient, de légers murmures. En sécurité. Je me dirigeais vers le comptoir, commandais mon café habituel et me retournais pour chercher une place libre. C'est là que je la vis. Elle était assise seule près de la fenêtre d'angle, un cahier à spirale ouvert devant elle, un stylo rouge dansant sur les lignes. À côté se trouvait un roman de poche, recto verso, et un chélac presque intact qui fumait encore doucement. Elle avait cette prestance naturelle, des tresses mi-longues attachées en arrière, des lunettes à monture dorée sur le nez, et une expression d'intensité concentrée qui faisait paraître tout autour d'elle comme s'il n'y avait plus rien autour d'elle. Elle corrigeait des copies. C'était clair, et elle le faisait avec un zèle que je n'avais jamais vu que chez des professeurs surmenés ou des éditeurs sous caféine. Quelque chose chez elle m'attirait. Peut-être était-ce sa façon de froncer les sourcils à chaque erreur ou le frémissement de ses lèvres à la lecture qui la faisait sourire. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Vraiment pas. Mais le destin a voulu que la seule place libre soit juste en face d'elle, à la table haute partagée. Je me suis approché, je me suis éclairci la gorge et j'ai fait un geste. Ça te dérange si je m'assois? Elle a levé les yeux, curieux mais prudent, puis a hoché la tête. Bien sûr, tant que tu restes silencieux. Je suis en mode correction. J'ai ri en posant mon verre. Je vois bien que ton stylo rouge a l'air de chercher vengeance. Ça l'a fait rire. Un vrai rire. Un son doux et sincère qui m'a frappé au plus profond de la poitrine. Elle m'a regardé droit dans les yeux, inclinant la tête comme si elle me voyait pour la première fois. Tu n'as pas tort, a-t-elle dit. J'enseigne la composition à Spelman. C'est la période des partiels. Chaque métaphore impliquant la vie est comme une rivière punie aujourd'hui. J'ai levé mon verre en signe de compassion feinte. Bonne chance, soldat. Nous avons commencé à discuter facilement, comme si nous nous étions connus dans une autre vie. Elle s'appelait Alyssa Monroe. Elle enseignait l'anglais en première année et travaillait au noir comme rédactrice à temps partiel pour une petite revue littéraire. Elle était passionnée de littérature, surtout par les écrivaines noires. Elle parlait avec une fougue maîtrisée, citant Audre Lorde et Toni Morrison comme s'ils étaient des amis proches. Son rire était désarmant. Son esprit était d'une clarté cristalline. Je lui ai parlé de mes élèves, de la façon dont je les ai accompagnés dans toutes leurs épreuves, du stress du SAT à l'insécurité alimentaire. Je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir un jour un centre de mentorat où les garçons noirs n'auraient plus à s'expliquer devant des gens qui ne comprenaient pas leur parcours. Elle s'est penchée vers moi, sincèrement curieuse, posant des questions qui ne semblaient pas performatives. Je n'avais pas l'impression de devoir me vendre, et c'était nouveau. Nous sommes restés assis là pendant plus de 2 heures. Nos boissons ont refroidi. Ses copies n'étaient toujours pas corrigées, et lorsqu'elle a finalement baissé les yeux vers sa montre et a eu le souffle coupé, j'ai réalisé que je ne voulais pas que ce moment se termine. Je devrais y aller, a-t-elle dit en rangeant ses affaires, mais son regard s'est attardé. Merci pour la compagnie. Vous avez rendu la correction beaucoup plus supportable. Content d'avoir pu contribuer à équilibrer le traumatisme littéraire, ai-je dit, debout comme elle. Demain à la même heure. Elle marqua une pause, sourit et hocha la tête. Seulement si on promet de continuer à plaisanter. Je l'ai fait pendant les semaines qui ont suivi. Cette table d'angle est devenue notre lieu de rencontre officieux. Parfois, on discutait pendant des heures. D'autres jours, on restait assis dans un silence complice, partageant l'espace, sirotant des verres, travaillant chacun de notre côté, mais toujours conscient de la présence de l'autre.
Je n'ai pas mis longtemps à réaliser que je tombais amoureux. Et voilà, je savais qu'on était différents. Elle avait une Lexus. Je conduisais Martha. Sa famille vivait dans une résidence sécurisée. La mienne n'avait jamais été propriétaire. Ses ongles étaient toujours impeccables. Son téléphone, dernier modèle, sa garde-robe impeccable et élégante. Elle ne l'affichait pas, mais on le sentait dans sa façon de commander du vin, dans l'histoire qu'elle racontait de ses vacances en famille à Martha S. Vignard, et dans la façon dont elle évoquait l'admission en héritage comme si c'était normal. Mais je m'en fichais. Je venais d'un milieu plus calme. Mon père a enseigné la chimie au lycée pendant 35 ans. Nous vivions modestement, nous nous contentions toujours de ce que nous voulions. Je ne me suis jamais senti pauvre en grandissant. Nous avions des livres, de la musique, de la dignité, mais je comprenais le poids d'$1. Je coupais des coupons. Elle réservait des vols. Pourtant, rien de tout cela ne comptait pour moi. Pas à ce moment-là. Parce que lorsqu'elle riait, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait. Quand elle me regardait, je ne me sentais pas petit. Je me sentais vu. Pas comme un projet ou un homme avec du potentiel, mais comme quelqu'un qui comptait vraiment. Je me souviens l'avoir raccompagnée à sa voiture un soir, la ville était chaude comme le printemps et l'air chargé de magnolias. Elle s'est retournée avant d'ouvrir la portière et m'a dit, « Mika, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » J'ai souri. Peut-être que oui. Peut-être que nous reprenons simplement là où nous nous étions arrêtés. Ce soir-là. Nous nous sommes embrassés une seule fois. Mais c'était prometteur. C'était tout. C'était le début. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque ce que ce moment me coûterait, je ne suis pas sûr que je l'aurais écouté. J'étais trop occupé à croire que l'amour, le vrai, l'honnête, l'amour profond, pouvait réécrire toutes les règles. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ignorais à quel point on pouvait être proche de quelqu'un et rester un étranger dans son monde. Mais ce jour-là, dans ce café, avec son sourire encore présent comme la dernière note d'une chanson, je me suis cru chez moi. Et pendant un moment, j'ai eu cette impression. Nous avons baigné dans l'euphorie d'un nouvel amour pendant des mois. Chaque matin, j'attendais avec impatience notre routine, passant au café avant le travail, échangeant des baisers entre livres de poche et machines à expresso. Le week-end, nous explorions les trésors cachés d'Atlanta. Les galeries d'art de Castleberry Hill, les friperies de Cambley Park, les camions de tacos nocturnes sur Buford Highway. Nous étions de ce genre de bonheur qui se déversait dans tous les recoins de nos vies, un couple uni par le rire et les rêves partagés. Elle apportait de la lumière à mes longues journées. Je faisais de mon mieux pour la faire sourire, même lorsque la fatigue lui creusait les yeux. Je pensais que nous étions indestructibles. Puis vint le soir où j'ai rencontré ses parents. Alyssa m'avait prévenu que ce serait un dîner officiel au manoir de Camille et Gérald à Buckhead, mais aucune explication n'aurait pu me préparer à l'immensité de leur monde. Leur allée était une voie privée en pierre polie, bordée de haies impeccables qui s'élevaient telles des créneaux de château. À mon arrivée, ma berline de location me semblait aussi insignifiante qu'une Toyota dans un showroom de Rolls-Royce. Je me suis garé au bout d'un long couloir de voitures, espérant que personne ne remarquerait mon blazer d'occasion et mes mocassins de marque. Alyssa m'a accueilli à la porte d'entrée, sa main chaude dans la mienne. « Tu es superbe », a-t-elle murmuré, même si j'entendais le tremblement dans sa voix. J'aurais voulu la serrer contre moi, lui promettre que rien de tout cela n'avait d'importance, mais je savais qu'elle avait besoin de moi à ses côtés ce soir-là. Nous sommes entrés dans un hall d'entrée majestueux où le sol en marbre s'étendait à perte de vue et où un escalier majestueux s'élevait tel un raz-de-marée de pierres blanches. Sa mère est apparue au sommet. Avocate d'affaires, elle était de la plus haute qualité, vêtue d'une robe noire sur mesure, les cheveux tirés en arrière, l'air sévère et froid comme du granit. « Mika » dit-elle d'une voix polie mais distante. « Merci d'être avec nous. » Elle descendit l'escalier avec une grâce experte, les bras croisés comme pour inspecter une nouvelle œuvre d'art. Je lui tendis la main, mais elle secoua la tête. « Pas besoin, dit-elle, les yeux parcourant ma tenue comme un lecteur de code-barre passant au-dessus d'une marchandise à bas prix. Mon sourire s'afficha gêné. « Merci de m'avoir reçu, Madame Monroe. C'est un honneur. » Elle hocha la tête, telle une juge, pour les déclarations d'ouverture. Le dîner fut servi dans une salle à manger qui aurait pu servir d'aile de musée. Au plafond, lustre en cristal, couvert en porcelaine disposé avec une précision chirurgicale. Gérald, le père d'Alyssa, était chaleureux, la voix douce, un léger hochement de tête par-ci,
une petite gorgée de vin par là. Mais Camille tenait bon, ses questions piquantes derrière chaque sourire. Alors, vous enseignez à Southside High, demanda-t-elle. J'acquiesçai. Conseillère d'orientation? Elle se renversa en arrière. Je vois que ça doit être bien payé. L'accent mis sur « bien payé » me serra la poitrine. Je m'éclaircis la gorge. C'est suffisant pour s'en sortir. Les avantages sociaux sont intéressants. Je suis passionné par ce travail. Alissa me prit la main sous la table, la serrant jusqu'à ce que je crois qu'elle allait me serrer l'os. Tout au long du repas, Camille m'observa comme si j'auditionnais pour un rôle que je ne voulais pas. Elle me demanda mes origines, où j'avais grandi, quelle université j'avais fréquenté, quelle bourse couvrait mes frais de scolarité. Chaque réponse me semblait une nouvelle rayure de mon dossier. Je sentais sa déception face à mes origines ouvrières, mes ambitions modestes, mon manque de pédigré financier. Quand je parlais des étudiants que j'encadrais, sa lèvre se retroussa. « J'espère que ce travail te nourrit émotionnellement, dit-elle. Parce que, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas vraiment lucratif. » Je me hérissai, mais je tins ma langue. C'était la soirée d'Alissa, pas un débat sur les inégalités sociales. Je la regardais de l'autre côté de la table, la mâchoire si serrée que ses jointures blanchirent. J'aurais voulu tendre la main, dire à Camille de reculer, de me considérer comme plus qu'un cas de charité. Mais je me souvenais à qui j'avais affaire. Une ténor du droit des affaires, une femme qui avait bâti sa carrière en surpassant ses adversaires devant les tribunaux et les conseils d'administration. Une confrontation directe aurait fait long feu face à son physique d'acier. Après le plat principal, du saumon poêlé sur un lit de riz sauvage, je me suis retrouvé à parler de mes propres aspirations, d'une initiative que j'avais préparée pour créer un programme de mentorat pour les jeunes à risque. J'espérais allumer quelque chose dans leurs yeux, mais j'ai vu le regard de Camille se porter sur Alissa, puis sur moi, chargé de scepticisme. « Admirable, dit-elle lentement en tapotant la table du doigt. Mais dites-moi, quand comptez-vous monétiser de telles initiatives? La philanthropie est louable, mais les fonds sont limités. » Elle haussa un sourcil. « Ma fille aura besoin de stabilité, Mika. Ce n'est pas de la charité. » Ces mots me piquaient comme du sel sur une blessure fraîche. Alissa s'excusa et alla aux toilettes. Je croisai les mains, ravalant ma fierté à chaque tic-tac de l'horloge. Gérald s'éclaircit la gorge. « Mika, je suis désolé pour le ton de ma femme. Elle apprécie le pragmatisme. » J'essayai d'esquisser un petit sourire. « Je comprends. Moi aussi, je veux le meilleur pour notre avenir. » C'était une demi-vérité. Je voulais de l'amour, de la confiance, une relation fondée sur le respect mutuel, pas des feuilles de calcul et des comptes. Quand le dessert arriva, une tarte au citron fragile. Je réalisai à quel point j'avais envie de disparaître. Mais Alissa revint, les joues rouges, et s'assit à côté de moi. « Merci de ta patience, murmura-t-elle. » Sa voix tremblait comme si elle avait retenu des larmes. Je lui pris la main. « Tu n'as rien à te reprocher, Ali. Je suis là parce que je t'aime. » Son regard scruta le mien et, l'espace d'un instant, j'espérais qu'elle verrait ce que je voyais. Un homme qui s'engageait. Avec ses défauts. Après le dîner, ses parents nous raccompagnèrent à la porte. Camille marqua une pause, lissant le bas de sa jupe. « Mika, il faut qu'on reparle de nos préparatifs de mariage. » Mon cœur se serra. « Bien sûr. » Alissa me jeta un regard d'excuse. Je me forçai à hocher la tête fermement. J'attendais ça avec impatience. Ce soir-là, sur le chemin du retour, le silence régna dans la voiture jusqu'à ce qu'Alissa pose sa tête sur mon épaule. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je serrai le volant plus fort. Ce n'est pas ta faute. » Mais au fond de moi, je savais que les choses avaient changé. Pour la première fois, je voyais le gouffre entre nous, non pas d'affection, mais d'attente, de monde qui s'entrechoquaient. En me garant et en la regardant se diriger vers sa porte, je réalisais que l'amour seul ne suffirait peut-être pas à combler ce fossé. De retour à la maison, je m'assis sur mon canapé longtemps après avoir éteint les lumières, repensant aux questions de sa mère, aux excuses timides de son père. J'ai pensé à mes parents, à la façon dont mon père m'avait élevé avec amour, sans jamais douter de ma valeur, sans jamais me demander de compte ni de liste de biens. J'ai pensé à mes élèves en qui j'avais une confiance inébranlable. Et puis j'ai pensé à Alissa, la femme dont le rire illuminait mon monde,
dont la gentillesse m'avait donné un sentiment de valeur. Je savais que je me battrais pour elle. Mais je savais aussi que ce dîner ne serait pas le dernier combat de nos fiançailles. L'année parfaite avait été marquée par des imperfections que je n'avais pas anticipées. Et j'ai réalisé, dans cet appartement silencieux, que les présentations les plus difficiles sont parfois celles faites aux proches. Les conversations gênantes ne faisaient que commencer. Et ce chapitre de notre histoire était loin d'être terminé. Je me souviens encore de la lumière matinale filtrant à travers les magnolias de Piémont Park. De la façon dont chaque pétale tremblait jusqu'à ce qu'il soit parfaitement éclairé par le soleil. Je suis arrivé tôt, le cœur battant si fort qu'il me semblait sur le point d'exploser. Dans la poche de mon manteau se trouvait la boîte en velours, petite, sans prétention, mais contenant le plus dur de ma vie. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail, à repérer l'allée idéale sous les chênes, à commander nos pâtisseries préférées dans cette petite boulangerie du centre-ville, et même à me coordonner avec un photographe pour immortaliser l'instant en toute discrétion. Il ne me restait plus qu'à voir son visage lorsque je m'agenouillais, bague à la main, et que je posais la question qui allait tout changer. Lorsqu'Alissa entra dans la clairière, ses boucles brunes flottant librement, j'en oubliais presque mon texte. Elle portait une robe printanière fluide, bleu pâle ornée de minuscules marguerites blanches, et un livre sous le bras. Elle marqua une pause en voyant les couvertures disposées, le panier de pique-nique en osier, les 2 flûtes de cidre pétillant qui attendaient sur un petit plateau en bois. Un sourire mi-surprise mi-ravi se dessina sur son visage. Et pendant un instant, le temps s'arrêta. Mika, qu'est-ce que tu fais ? Demanda-t-elle doucement en s'approchant. Ses joues étaient déjà roses sous le froid matinal, mais ses yeux brillaient d'excitation. Je m'agenouillai, tâtonnant légèrement pour atteindre la boîte. Alissa Monroe, commençai-je d'une voix rauque. Tu as été la lumière dans mes jours les plus sombres, le calme dans mes tempêtes, et la raison pour laquelle je crois à nouveau en l'amour. Veux-tu m'épouser ? Mes mots oscillaient entre espoir et peur. Je vis sa main se porter à sa bouche, des larmes perlaient au coin de ses yeux. Tout attendait sa réponse. Elle s'agenouilla près de moi sans hésiter, sortit la bague de son écrin et la glissa à son doigt. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura 1000 fois, « Oui. Oui. » Elle me serra dans ses bras, et je restai debout, étourdi de bonheur, la serrant contre moi sous le doux balancement de la mousse espagnole. Quelque part, un oiseau chantait. Quelque part, la ville murmurait. Mais nous étions seuls dans notre monde, 2 âmes enlacées sous un océan de verdure. Nous avons trinqué avec du cidre dans des gobelets en carton, ri lorsque la photographe est sortie de sa cachette et nous sommes promis l'éternité avant de plier bagages et de nous rendre à notre prochain rendez-vous, déjeuner avec ses parents pour annoncer la nouvelle. Même en traversant Buckhead, sillonnant Cornouillet en fleurs et propriétés majestueuses, je me sentais inébranlable, convaincu que rien ne pourrait ternir ce moment. La maison de ses parents se trouvait au bout d'une longue allée sinueuse. J'ai garé ma berline cabossée à côté d'un SUV rutilant, le cœur battant la chamade devant le contraste entre mon univers et le sien. Nous avons sonné à la porte, et sa mère, Camille Monroe, a ouvert avec un air de sang-froid presque royal. Elle portait un tailleur crème sur mesure, des perles au cou, les lèvres tendues en un sourire d'essai. Félicitations, a-t-elle dit d'une voix froide mais polie. Derrière elle, j'ai aperçu Gérald, son père, vêtu d'un blazer sombre, le regard chaleureux mais mesuré. Nous sommes entrés dans un hall d'entrée qui sentait légèrement les fleurs fraîches et le bois ancien. 3 photos encadrées ont attiré mon attention. Alissa enfant, aux côtés de son père en robe de remise de diplôme, sa mère rayonnante. Les murs murmuraient l'héritage et les privilèges, un monde que je n'avais entrevu que de l'extérieur. Camille nous guida dans une salle à manger formelle où une table ovale brillait sous un lustre en cristal. À chaque couvert, une serviette soigneusement pliée, de la porcelaine finée, sous le verre d'eau de sa mère, un document. Mon pouce accéléra en voyant l'entête en relief, cabinet d'avocat Monroe. J'agrippai la main d'Alissa sous la table et m'efforçai d'atteindre un calme que je ne ressentais pas. Après de brèves civilités et quelques gorgées d'eau gazeuse, Camille posa une main fine sur la table. Mika, Alissa, commença-t-elle d'une voix ferme. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de passer votre vie ensemble. Elle marqua une pause, une lueur imperceptible, un calcul peut-être, traversant son visage. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, il y a une question que nous devons régler. Elle souleva le document. Un contrat de mariage. Ma poitrine se serra. Un contrat de mariage. À cet instant, les mots résonnèrent dans ma tête comme un verdict. Le regard de Camille se porta sur moi.
J'ai demandé à notre avocat de rédiger ceci, dit-elle sèchement. C'est simplement pour protéger ce que nous avons construit. Elle ne me laissa pas le temps de réagir avant de poursuivre. Tu comprends, Mika, que le mariage est autant un partenariat financier qu'émotionnel. Nous voulons nous assurer que les deux familles soient protégées. J'avalai difficilement ma salive. Je serrai la main d'Alyssa, espérant qu'elle la rassurerait. Elle baissa les yeux, caressant le bord de son verre de vin du doigt. Maman, tu sais que je l'aime, dit-elle d'une voix rauque. Camille sourit, pas gentiment, mais avec le même air d'autorité. Bien sûr, mais l'amour et l'argent sont deux choses distinctes. Prends un moment pour relire. Elle fit glisser un stylo plume sur la table. Mon estomac se noua en ouvrant le dossier. Il y avait des clauses détaillant le partage des biens, le plafonnement des pensions alimentaires, des clauses de confidentialité, et même une clause stipulant que tout commentaire public jugé préjudiciable au nom Monroe entraînerait de lourdes pénalités. Le contrat était complet, sans ambiguïté, et conçu pour me maintenir fermement à l'écart de la fortune Monroe. J'ai senti la colère monter, vive et brûlante. Que signifiait l'amour s'il pouvait être quantifié sur le papier? Quelle confiance survivait quand l'engagement était conditionnel? J'ai jeté un coup d'œil à Alyssa. Ses lèvres étaient pincées. J'ai alors réalisé qu'elle ne m'avait pas défendu, pas une seule fois. Elle n'avait pas dit que c'était injuste ni refusé de l'entendre. Elle était simplement restée assise là, laissant sa mère négocier notre avenir comme un accord commercial. J'ai refermé le dossier doucement. Mes mains tremblaient. Je t'aime, ai-je dit d'une voix rauque. Je veux t'épouser, pas renoncer à ma dignité. Camille a incliné la tête. C'est dommage. On ne peut pas continuer tant que ce n'est pas signé. Gérald remua son vin en silence, hochant la tête aux paroles de sa femme. La pièce me parut soudain trop petite. Les lustres scintillaient trop fort. Je regardais la bague au doigt d'Alyssa. Notre promesse s'était transformée en garantie. Je croyais que l'amour transcendait de telles choses. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Je restais là, le cœur lourd de désillusion. J'ai besoin d'air, murmurai-je, expirant tout l'espoir que je portais depuis le matin. Sur le porche, la brise rafraîchissait mes joues brûlantes. Je fermais les yeux et imaginais notre vie, enseigner ensemble, encadrer des enfants, donner des conférences tard le soir sous des guirlandes lumineuses. Je pensais à mon père, qui ne me demandait jamais de contrat ni de garantie légale, juste la foi et l'amour. Je me demandais comment j'avais pu perdre la foi en l'amour en moins d'une heure. À l'intérieur, j'entendis des voix étouffées. Je pris une profonde inspiration. Quoi qu'il advienne ensuite, je savais que je ne pouvais pas céder à la peur. Mais en ouvrant la porte pour les affronter à nouveau, j'ai réalisé que la simple magie d'une bague et d'une promesse pouvait être mise en balance avec le froid calcul de l'argent. Et je ne savais pas lequel avait le plus de valeur aux yeux de sa famille. Assise dans le fauteuil en cuir poli du cabinet d'avocat de Camille, je sentais le poids de chaque muscle tendu de mon corps se condenser en un nœud brûlant dans mon ventre. En face de moi, Camille était assise, les coudes sur son bureau en acajou, les doigts croisés comme un juge s'apprêtant à prononcer sa sentence. La lumière du soleil filtrait à travers de hauts stores, projetant des ombres rayées sur l'épaisse pile de papier qui nous séparait. J'avais autrefois pensé que les contrats pouvaient être simples, des cases à cocher, des signatures à faire défiler, des formalités à endurer. Celui-ci me semblait comme un champ de mine sous mes pieds. Chaque clause était une accusation enfouie prête à faire exploser ma dignité. Mes mains tremblaient en soulevant la première page. Le titre, contrat prénuptial, me fixait comme une accusation. Je feuilletais les paragraphes au caractère dense, séparation de biens, limitation de pension alimentaire, clause de déchéance. Obligation de non-dénigrement. À chaque clause, je sentais un PAN de mon avenir s'amenuiser. La voix de Camille brisa le silence. J'espère que tu as lu les termes, Mika. Nous avons été généreux dans notre offre. Tu conserveras ton salaire d'enseignant et nous mettrons de côté une modeste somme pour les dépenses communes. Le reste restera à l'héritage Monroe. Généreux? J'ai senti la bile. Je l'ai regardé, la douleur au cœur, en hochant la poitrine. Ce n'est pas généreux, dis-je doucement. C'est punitif. J'ai appuyé sur une clause qui me retirait tout droit sur les biens que j'avais contribué à acquérir, m'obligeant à renoncer à tout droit, même sur la maison qu'Alyssa et moi considérerions comme nôtre. Tu protèges une fortune de quelqu'un que tu connais à peine, continuai-je.
Les lèvres de Camille s'étirèrent en un sourire crispé. Les contrats ne sont pas personnels, Mika. Ils sont pratiques. Elle se pencha en arrière, comme si ignorer mes émotions était la plus gentille chose qu'elle pouvait faire. Alissa s'assit à côté de moi sur une chaise assortie, le visage crispé par le conflit. J'ai vu du regret. Une lueur dans ses yeux, mais pas assez pour arrêter l'assaut de sa mère. Elle se mordit la lèvre et me prit la main, un geste censé réconforter, mais qui ne fit qu'amplifier mon désespoir. J'étais tiraillé entre la colère envers Camille et le chagrin causé par le silence d'Alissa. J'ai alors compris que l'amour pouvait être le refus le plus courageux de l'injustice. Et j'avais gâché cette chance en espérant qu'Alissa me protégerait. Au lieu de cela, elle avait adhéré à la stratégie de sa mère sans poser de questions. J'ai refermé le dossier et laissé les pages se refermer. Je ne peux pas signer ça, ai-je dit fermement. Ma voix résonna dans la pièce haute de plafond. Les yeux de Camille se plissèrent, m'examinant comme un avocat évaluant la crédibilité d'un témoin. Alors le mariage est annulé, dit-elle simplement. Ces mots furent le coup de grâce. J'ai eu le souffle coupé et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'aimais Alissa de tout mon être. Mais ce contrat m'a obligé à choisir entre son amour et mon amour-propre. Je me suis levé brusquement, la chaise raclant le parquet. D'accord, ai-je dit d'une voix forte. On arrête. Un silence stupéfait s'ensuivit. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Camille. Plan d'urgence, limitation des dégâts, art de préserver l'image de famille. Le visage d'Alissa se décomposa. Mika, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Son imploration me brisa le cœur, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Je m'avançai vers la porte, puis m'arrêtai, la main sur la poignée. Je me tournai vers Camille. Tu penses la protéger, dis-je doucement. Mais tu n'as fait que me montrer ce qui compte le plus pour toi. L'argent avant l'amour. Si son bonheur te tenait vraiment à cœur, tu ne le quantifierais pas, j'ouvris la porte et partis. Le couloir, à l'extérieur, semblait être un autre monde, calme, neutre. Vierge de toute ingérence juridique. J'inspirai profondément et pressai ma main contre le mur froid. Je me suis ancré. Mon reflet flottait dans une plaque brillante, les yeux rouges, les épaules carrées. Malgré la douleur, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La confiance se construit sur la vulnérabilité partagée, pas sur des clauses et des stipulations. Camille avait tout anéanti aujourd'hui. Dans son monde, les relations étaient des atouts. Dans le mien, elles étaient sacrées. En arrivant dans le hall, j'ai trouvé Alissa qui attendait près de l'ascenseur, les joues ruisselantes de larmes. Elle s'est avancée et m'a pris dans ses bras. J'ai hésité, partagé entre la rage et la compassion. Finalement, je l'ai serré fort, sentant son corps trembler. Je t'aime, lui ai-je murmuré à l'oreille. Mais je ne sacrifierai pas mon avenir pour une promesse qui n'est pas la nôtre. Elle s'est reculée, me scrutant du regard. Je suis désolé, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Maman a dit que c'était normal. J'ai fermé les yeux, imaginant nos rêves, nos conversations nocturnes dans des appartements bon marché, nos road trips improvisés, la construction de quelque chose ensemble à partir de zéro. Rien de tout cela n'avait nécessité de justification juridique auparavant. Lorsque l'ascenseur a sonné, nous sommes entrés en silence. Les portes se sont fermées et j'ai réalisé que nous étions coincés entre deux étages, entre leur monde et le nôtre. Je ne savais plus comment la joindre. Les mots nous manquaient. Ma poitrine se serrait de chagrin. En nous levant, j'ai pensé à la bague qui brillait encore à son doigt, un symbole désormais terni par la trahison. Je ne savais pas si notre amour survivrait à cette fracture ou si la douleur d'aujourd'hui deviendrait une blessure incurable. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous nous sommes affrontés une dernière fois. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Nous trouverons notre propre chemin, ai-je dit doucement, bien que ma voix tremblait. Sans son contrat, sans leur approbation, nous déciderons de notre avenir et de nos conditions. Elle a hoché la tête, les larmes coulant à flots. Nous sommes sortis de ce bâtiment côte à côte, deux cœurs meurtris mais intacts, portant le poids de ce qui avait été perdu et la fragile étincelle de ce que nous espérions sauver. L'appel est arrivé un jeudi après-midi gris, alors que je m'installais à mon bureau au lycée de Crestwood. Je triais mes emplois du temps, essayant de jongler entre les réunions de parents et les visites d'étudiants, quand mon téléphone vibrait au numéro de mon père. Ces appels étaient rares, toujours réservés aux urgences. Mon cœur se serra lorsque je répondis.
Mika. Sa voix grésillait de douleur. Je crois que tu devrais venir. Le tremblement de ces mots me glaça le sang. Je suis à Saint-Judès à Dallas. J'ai eu une crise cardiaque. La ligne fut coupée avant que je puisse répondre. Ma tasse de café me glissa des mains et se brisa contre le bois poli de mon bureau. Je me forçai à respirer, à bouger, à agir. En quelques minutes, je jetai des vêtements dans une valise, réservai le premier vol possible et appelai mon supérieur pour mes rendez-vous. J'enregistrais à peine les regards compatissants de mes collègues tandis que je me précipitais dans les couloirs, chaque pas résonnant dans ma poitrine de panique. Le vol pour Dallas me parut interminable. Je repensais à toutes les conversations que j'avais eues avec mon père au cours de l'année écoulée. Son rire de cheval quand je lui parlais de l'exposition artistique de mes élèves. Ses conseils bienveillants quand j'avais du mal à équilibrer mon budget. Ses anecdotes sur mes cours de chimie après le travail. Soir après soir, il avait toujours été discret sur sa santé. Jamais la moindre douleur thoracique ni fatigue. J'attendais que la voix du pilote se brise et m'annonce que l'appel était une erreur. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je suis arrivé à l'hôpital pédiatrique Saint-Jude en début de soirée. Le soleil couchant projetait de fines ombres à travers les fenêtres du hall tandis que je courais vers l'unité de soins intensifs A. Une infirmière m'a accueilli dans le couloir, son badge affichant Sarah. Son regard s'est adouci lorsqu'elle a dit « Vous devez être Mika Jennings, un membre de la famille de votre père. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle m'a fait franchir une série de portes à double battant, chacune étiquetée avec des panneaux avertissant des protocoles infectieux et des accès restreints. Finalement, elle en a ouvert une marquée USI à visiteurs. À l'intérieur, mon père était allongé dans un lit douillet sous un auvent vaporeux d'écran. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, ponctuée par les bips rythmiques du moniteur cardiaque. Il paraissait frêle, un contraste saisissant avec l'homme robuste qui m'avait appris à faire du vélo et à réciter le tableau périodique des éléments. Je m'approchai de son lit, ravalant la boule dans ma gorge. « Papa » murmurai-je en lui prenant la main. Sa peau était fraîche, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Il ouvrit les yeux, une lueur de reconnaissance s'échappant. « Mika » sa voix était à peine audible. « Tu as réussi. » Les larmes me piquèrent les yeux. Je lui serrai doucement la main. « Je suis là, papa. » J'avalai difficilement. « Comment vas-tu » Il parvint à esquisser un faible sourire. « Fatigué, dit-il. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Il tapota le lit comme pour m'attirer plus près. Je me penchai, veillant à ne pas déranger les 4 lignes. « Va au coffre » murmura-t-il d'une voix pressante malgré sa faiblesse. « Utilise la clé du coffre du garage. » Tout est là-dedans. Il resta silencieux un instant, la sueur perlant sur son front. « S'il te plaît » mon cœur se serra. « Papa, qu'est-ce que tu fais » Mais il ferma les yeux et expira, le bip régulier du moniteur cardiaque se transformant en une ligne plate. Je me redressai brusquement, pris de panique. Les infirmières se précipitèrent, les sonnettes d'alarme retentissant, mais je restai figé tandis qu'elles s'efforçaient de le réanimer. Mon monde bascula. Ils le transportèrent au bloc opératoire. Le couloir, à l'extérieur, se transforma en un brouhaha de visages et de voix. « On fait tout ce qu'on peut » dit un médecin en me glissant une main sur l'épaule. J'entendis à peine ces mots. Mon père, mon ancre, mon champion silencieux, était parti. Tard ce soir-là, je me retrouvai chez lui, à South Dallas, celui que je n'avais pas visité depuis mon adolescence. L'endroit sentait le vieux cuir et le nettoyant pour bois de pin. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Moi et mon premier match de baseball. Moi, avec ma casquette et ma blouse. Moi avec ma mère avant sa mort. Mon père debout derrière nous, fier et déterminé. Dans le garage, il avait gardé un coffre-fort. Ignifuge boulonné au sol. Je m'agenouillai devant, tremblant, et composai la combinaison qu'il m'avait apprise des années auparavant. La porte s'ouvrit avec un bruit sec, révélant une petite clé en laiton et une enveloppe en papier craft. Mes mains tremblaient tandis que je tenais la clé et la retournais. En dessous se trouvait l'enveloppe timbrée de l'écriture soignée de papa, destinée à Mika. Après mon départ, je refermai le coffre-fort et emportai les 2 objets à l'intérieur. Je m'installai à la table de la cuisine. L'enveloppe était épaisse, son poids promettant des révélations.
J'en sortis les papiers et les photos, lettres de cabinet d'avocat, documents d'entreprise, déclarations d'impôts, coupures de presse. J'eus le souffle coupé en réalisant que les documents décrivaient une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Les innovations en matière de sécurité de Gening, fondées à la fin des années 1990, se vendirent des milliards 10 ans plus tard. Mon père, le modeste professeur de chimie, avait discrètement bâti un empire de la cybersécurité. Mon esprit s'emballa. Pourquoi? Pourquoi cacher tout cela? Les lettres l'expliquaient. Sociétés écrans, trusts, fondations philanthropiques, bourses pour étudiants défavorisés, subventions pour entreprises appartenant à des minorités. Il avait utilisé sa fortune pour redonner, pour construire des écoles, pour encadrer les étudiants comme moi. Il voulait un fils qui comprenait le grain, qui appréciait l'éthique de travail sur la richesse. Il avait gardé son identité cachée, alors j'apprendrais à se tenir seul. Les larmes brouillaient ma vision alors que je repensais à chaque sacrifice qu'il avait fait. Enseigner les cours de nuit après son 9 tout au 5, me conduisant à chaque entraînement de baseball dans son ancien camion, en veillant à ce que je n'ai jamais ressenti le pincement de ne pas en avoir assez. Il avait fait tout cela en construisant une fortune dans les coulisses. Je ressentais une fierté gonflée sous le chagrin, une fierté si féroce qu'elle me faisait mal. J'ai glissé la clé dans ma poche. Demain, je naviguerai dans le coffre-fort de l'entreprise privée d'Atlanta où papa avait stocké ses dossiers d'entreprise et ses fiducies familiales. Mais en ce moment, dans le calme de ma maison d'enfance, j'ai juré d'honorer son dernier souhait, de vivre comme il m'a élevé, d'être un homme d'intégrité, de passion et de but. L'héritage de papa était plus qu'une entreprise ou une fortune. C'était la leçon que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans la vie que nous élevons. Alors que je plissais les papiers et les ai glissés, j'ai chuchoté, « Merci, papa. Je te rendrai fier. » Sous le moulin doux des lumières de cuisine, je l'ai senti avec moi, me guidant encore, m'apprenant que même le chagrin le plus profond peut naître un espoir inattendu. Et je savais que le voyage à venir porterait sa sagesse, son rêve et son amour partout où la vie m'a conduit ensuite. Le taxi secoua les rues de la poche des nids de poules d'Atlanta alors que je m'assis en tenant la clé de laiton de mon père, le cœur martelant dans ma poitrine. La société de sécurité privée se profile à l'avance, un bâtiment en briques banales flanqué de caméras de vidéosurveillance et une porte renforcée en acier qui ressemblait plus à un coffre-fort bancaire qu'à une entrée de bureau. Mes paumes transpiraient en sortant, le soleil du petit matin battu par la façade imminente de l'entreprise. À l'intérieur, je me suis enregistré à la réception, faisant glisser mon identifiant et une copie de la lettre d'autorisation incluse de papa sur le comptoir. Le sourire de la réceptionniste était poli mais distant. « Monsieur Gening, on s'attend à ce que suivez-moi s'il vous plaît. » Je traînais derrière elle à travers un dédale de couloirs bordés de fenêtres en verre givré, chacune portant le nom d'un autre département. Stockage des preuves, archives de documents, gestion des clés numériques. C'était surréaliste, comme si je me promenais dans un thriller d'espionnage plutôt que dans la vie d'un simple conseiller d'orientation. Enfin, elle m'a conduit dans une chambre intérieure où une lourde porte en acier se tenait entre nous et le coffre-fort. Elle a glissé son badge, a frappé un code, et le mécanisme de verrouillage a cliqué. C'est parti, monsieur Gening. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur. Je vais vous donner une intimité pendant 1 heure. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide. J'ai hoché la tête et je suis entré dans le petit antichambre où j'ai fait face à 2 autres portes verrouillées. Chacun nécessitant un accès à la carte clé et une vérification des empreintes digitales. Mon cœur martelait alors que je suivis les instructions imprimées parfaitement sur une carte laminée. Carte d'autorisation de papa glissée, scanner ma propre empreinte digitale, insérer la clé de laiton. Mes mains tremblaient alors que je fixais la touche dans la fente, la pressais fermement et entendais le tour satisfaisant des gobelets. La dernière porte s'est ouverte pour révéler le coffre-fort lui-même. Des rangées de coffrets de sécurité étiquetés avec des numéros de combinaison et au centre, un boîtier en verre renforcé affichant une seule boîte en cuir lourde portant mon nom dans un script élégant. J'ai traversé le sol en béton poli, chaque pas faisant écho et soulevé la boîte scellée de son piédestal. Cela ressemblait à mes mains comme s'il contenait l'aboutissement de la vie secrète de mon père. J'ai fait rouler un petit chariot en métal à côté du boîtier, placé la boîte sur sa surface et commencé à détacher les sangles en cuir. Le couvercle épais s'ouvrit avec un ruisseau doux, révélant des piles de documents, un lecteur USB dans une poche en velours et une série d'enveloppes scellées marquées de dates s'étendant sur 2 décennies. J'ai sorti l'enveloppe supérieure datée de 20 ans plus tôt et je l'ai ouverte avec un doigt prudent. À l'intérieur se trouvait une lettre dans la manuscrite soignée de papa.
À mon fils. Le jour où vous lisez ceci sera le jour où je vous fais confiance avec la vérité. Vous avez devenu un homme d'intégrité et de but. Maintenant, j'ai besoin que vous voyiez ce que j'ai construit, afin que vous puissiez choisir de le faire avancer. J'ai senti des larmes me piquer les yeux pendant que je le pose et examinais les documents ci-dessous. Document d'incorporation pour Jennings Security Innovation, procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, déclaration fiscale, accord d'acquisition. Il avait fondé une entreprise de cybersécurité à la fin des années 1990, en le faisant exploser dans un minuscule bureau au-dessus d'une imprimerie poussiéreuse. Il avait navigué sur le boom des points, a survécu à la buste et a vendu l'entreprise à un grand conglomérat technologique pour plus de 3 milliards de dollars, tout en enseignant la chimie du secondaire la nuit et en me élevant sur un salaire modeste des enseignants. Mon esprit s'est brisé. Je l'ai imaginé dans ses bottes de travail usées, la craie dans une main, le code informatique griffonné sur des coussinets juridiques jaunes dans l'autre. Je me suis rappelé comment il avait toujours répondu à mes appels à 3 heures du matin pour obtenir de l'aide avec des preuves de trigou sans jamais mentionner ses propres nuits blanches qui construisent des serveurs dans son sous-sol. Il avait caché son succès derrière Shell Corporation et fait confiance pour me protéger des tentations corrosives de la richesse. Je voulais que tu sois un homme d'abord, il avait écrit, pas un fonds en fiducie. J'ai pris le lecteur USB de sa poche et j'ai examiné le minuscule rectangle métallique. La note de papa a indiqué qu'elle contenait des états financiers, des accords de confiance, des détails des fondations caritatives en son nom. Je l'ai branché sur l'adaptateur de mon téléphone et j'ai regardé un dossier apparaître. Jennings Legacy. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul de suivi des fonds de bourse qu'il avait dotés, des subventions qu'il avait sanctionnées pour des entrepreneurs minoritaires, des réserves de capital qu'il avait mises de côté pour les écoles communautaires. Mon cœur a gonflé de fierté et de chagrin dans une égale mesure. J'avais su qu'il était généreux, mais je n'avais pas réalisé l'échelle. Il avait tranquillement changé d'innombrables vies tout en dissimulant ses actions du monde. Des souvenirs ont été inondés. La bourse que j'ai postulée une fois, mais jamais acceptée parce que je pensais que je ne le méritais pas. Le centre communautaire nommé en son honneur qui avait soutenu mes séances de tutorat du week-end, la subvention qui a financé des clubs de robotique dans les écoles sous-financées. Il avait investi dans mon avenir bien avant de comprendre qu'il avait les moyens. Les lettres de remerciement des destinataires ont bordé un côté de la boîte. Chaque enveloppe débordant de gratitude. Lettre d'acceptation du collège portant son sceau financier. Carte de remerciement à la main des étudiants sponsorisés. Certificat des conseils à but non lucratif. Je coule sur un tabouret métallique et laisse ma tête se reposer dans mes mains. Le chagrin m'a lancé un nouveau sur le perdre. Au fil des ans, nous n'avons jamais parlé de son travail caché. Au-dessus des sacrifices qu'il a fait pour que je puisse me tenir debout sur mes 2 pieds. Mais aux côtés du chagrin, il y avait de la clarté. L'héritage de mon père n'était pas les milliards d'une banque. C'était sa croyance en l'éducation, l'autonomisation et la poursuite de l'objectif. Il avait construit un empire non pas pour lui-même, mais pour soulever les autres. Il m'avait donné le plus grand cadeau imaginable. Une vie façonnée par le travail acharné, sans privilège, jusqu'à ce que je sois prêt à transporter les deux. J'ai rassemblé les enveloppes, les documents et le lecteur USB, les empilant soigneusement. J'ai tracé mon doigt sur les lettres en relief sur le couvercle de la boîte. Pour Mika, pour choisir votre chemin, ma poitrine s'est resserrée avec un mélange d'effroi et de résolution. Demain, je retournerai à Atlanta et déciderai comment honorer ses souhaits, de garder l'existence de l'entreprise privée, ou de tirer parti de ses ressources pour les communautés qui me souciaient. J'ai imaginé l'initiative Jennings Scholar, un programme finançant des mentors et des bourses pour les étudiants sous-représentés, peut-être même élargissant mon propre travail en tant que conseiller d'orientation dans un organisme sans but lucratif à part entière. J'ai fermé la boîte, doucement, réécrit les sangles en cuir et les remis sur le piédestal. La porte du coffre-fort s'est fermée derrière moi, et j'ai retracé mes pas dans les couloirs stériles de l'entreprise, serrant la clé de papa. La réceptionniste m'a offert un sourire sympathique en vérifiant, mais aucun mot ne pouvait transmettre ce que je comprenais maintenant. Je reculai sur le trottoir, respirant profondément. Le soleil avait grimpé plus haut, réchauffant le trottoir. À ce moment-là, j'ai senti mon objectif cristallisé. Mon père m'avait appris à vivre avec intégrité et générosité. Maintenant, c'était à mon tour d'appliquer ces leçons à plus grande échelle. Son secret était en sécurité avec moi, mais sa mission aussi. Je l'honorerai non pas en cachant sa fortune, mais en le canalisant dans le travail qu'il chérit, l'éducation,
l'autonomisation et la communauté. Et ce faisant, je supporterai son héritage, non pas comme une ombre de secret, mais comme un témoignage brillant de ce que la générosité tranquille d'un homme peut réaliser. Lorsque je suis descendu de l'avion à Atlanta, l'air humide s'est enroulé autour de moi comme un manteau de détermination. J'ai porté l'héritage de mon père dans ma poche, la petite clé en laiton, et dans mon cœur la détermination féroce à revendiquer ma place. Pendant des jours, je laisse la vérité laisser mijoter, rédigeant un plan dans mon esprit alors que je naviguais sur la circulation des heures de pointe, et je suis retourné dans mon appartement, l'horizon de la ville, un rappel constant du monde que j'avais laissé et celui que j'étais sur le point de rentrer. J'ai dégagé mon emploi du temps, dépoussiéré mes combinaisons plus belles et organisé une invitation à dîner qui semblait aussi précaire que de marcher sur un trope serré, un dîner en famille avec le Mont-Rose, organisé dans leur domaine de Buckhead. Le soir du dîner, je suis arrivé tôt. Le clair de lune brossalée et manucuré dans leur allée de pierre, et les fenêtres du manoir brillaient comme des yeux vigilants. Mon pouce est accéléré alors que je montais les marches avant, mes chaussures polies résonnant contre les sols en marbre lorsque la porte s'ouvrit. Camille se tenait là dans une robe émeraude sur mesure, sa posture parfaite, me saluant avec un signe de tête cool qui a reconnu ma présence, mais n'a rien révélé de ses pensées. À côté d'elle, Gérald a offert un petit sourire et un arc courtois de sa tête, la quintessence de l'hospitalité du Sud poli. Mika, dit Camille, sa voix lisse en soi. Merci d'être venu. Elle m'a conduit à travers un grand hall dans un salon où la musique douce a joué et Ordure va attendue sur des plateaux en argent. J'ai senti ses yeux sur moi alors que je prenais le cadre familier. Les portraits de la famille, les lustres en cristal, les armoires en verre affichant des héritages ont traversé les générations. C'était la même étape sur laquelle les années de mon anxiété s'étaient jouées. Chaque détail renforçant le fossé entre leur monde et le mien. Mais ce soir, je n'étais pas le même homme qui avait tremblé à la table il y a des mois. Ce soir, j'ai porté le triomphe de mon père et l'avenir de notre famille dans ma poche. Alyssa est apparue dans une robe de champagne pâle. L'anxiété vacillant dans ses yeux. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, puis à moi, et a offert un sourire provisoire. Je l'ai retourné doucement. Tu es merveilleuse, dis-je en embrassant. Une simple touche qui me ressemblait à un pont au fil des années de tension. Elle a serré ma main. Merci d'avoir fait cela, chuchota-t-elle, la voix douce. J'ai hoché la tête. Je pense qu'il est temps que nous parlions tous, dis-je. Le dîner était servi dans la même salle à manger formelle où j'avais rencontré le prénuque pour la première fois. Autour de la table de Camille en acajou, Camille a pris le siège avec Gérald sur sa droite, Alyssa à côté de Fercé. Camille, nos regards verrouillés comme des adversaires, le premier cours, une soupe d'asperges réfrigérée, mais j'ai à peine remarqué sa saveur délicate. M'a surpris. Manœuvre de la mère de la mère. J'ai hoché la tête, soulevant ma cuillère dans un geste de remerciement. Alyssa m'a regardé de l'autre côté, l'espoir et la peur se mêlant à ses yeux. Lorsque le plat principal, un fil de saumon au sommet du citron risotto, a été dégagé, je savais que le moment était venu. J'ai atteint la poche de ma veste, mes doigts brossant la clé en laiton. J'ai extrait une enveloppe épaisse contenant un document, un résumé de portefeuille audité de Jennings Security Innovation, répertoriant les actifs, les avoirs, les dotations philanthropiques et ma désignation comme héritier et fiduciaire unique. Alors que je plaçais doucement le dossier sur la table avant Camille, la pièce allait immobile. Même le serveur a fait une pause au milieu, du verre à la main. Je pensais que tu devrais voir ça, dis-je calmement. Il s'agit du résumé du portefeuille de la compagnie de portefeuille de mon père. J'ai rencontré le regard étonné de Camille. Gérald cligna des yeux, son couteau s'arrêtant au milieu de son riseau. La fourche d'Alyssa claqua contre son assiette. Elle me regarda, la bouche agape. Mika, a commencé, étonnement dépassant son anxiété. Camille a tendu la main pour étudier le dossier, mais ne semblait pas savoir s'il devait le fermer ou étudier son contenu. Vous quoi? Chuchota-t-elle, la voix mince. J'ai pris un souffle d'étude. Mon père voulait que je connaisse sa vérité quand j'étais prêt. Il m'a quitté l'entreprise, les fonds, les fondations qu'il a construites pour soutenir les communautés et les écoles sous-financées. Je ne savais pas avant son décès. Je suis venu ici ce soir pour vous dire, pas pour vous vanter, mais vous pouvez voir qui je suis vraiment. Je m'arrêtai, laissant le poids de mes mots s'installer sur la table. Je travaille comme conseiller parce que je choisis de guider les étudiants. Je redonne parce que c'est qui je suis. Et maintenant, j'ai les moyens de le faire à une échelle beaucoup plus grande.
Le silence pendait entre nous comme une épaisse tapisserie. Les lèvres de Camille se séparèrent, ses yeux scullant les premières figures du résumé. Fonds en fiducie, dotation de bourse, réserve de capital. Je suis sans voix, dit-elle finalement, la voix à peine audible. Gérald posa sa fourchette et essuya sa bouche. Mika, c'est remarquable. Je n'en avais aucune idée. Sa chaleur était authentique. Cela contrastait fortement avec la froideur antérieure de sa femme. Alissa tendit la main et joint ma main. Mika, je suis tellement fier de toi. Des larmes brillaient dans ses yeux. J'ai serré sa main en arrière, mon cœur s'échappant à son acceptation. Mais le regard de Camille s'est enfui en moi. Émotion complexe vacillant. Surprise, regret, quelque chose comme l'admiration est allé avec une fierté blessée. Après un moment, Camille s'éclaircit la gorge. Eh bien, dit-elle, la voix reprenant son avantage professionnel. Cela change certainement la discussion sur notre contrat. Elle a donné un petit rire forcé. Peut-être devrions-nous revoir nos conditions, monsieur Génigne. Ces paroles étaient suspendues dans les airs, une admission tacite que la richesse et le statut pesaient maintenant en ma faveur. J'ai rencontré ses yeux uniformément. Je pense que j'ai dit que nous sommes tous capables de réécrire des accords lorsque la vie révèle de nouvelles vérités. Mon ton n'était pas triomphal. Il a été mesuré, digne. Je voulais que vous sachiez qui je suis, non pas à cause de la politique familiale, mais parce que l'amour et le respect nécessitent l'honnêteté. J'ai regardé Alissa, puis ses parents, espérant que l'honnêteté comblerait le gouffre entre leurs mondes. Les bougies scintillaient alors que le serveur réapparut pour nettoyer la table. Nous nous sommes tous assis en silence pour un battement de cœur, puis avons repris progressivement la conversation. Différent maintenant, sans prétention. Camille a examiné les chiffres du portefeuille avec une véritable curiosité. Gérald a posé des questions sur les fondations caritatives. Alissa et moi avons échangé de petits sourires, un soulagement qui fleurit entre nous. À la fin de la soirée, la tension s'était ramollie. Nous nous sommes levés de la table dans une trêve provisoire. Alors que j'embrassais Alissa bonne nuit ce soir-là, ses yeux brillants avec une nouvelle compréhension, je savais que les murs construits par l'argent et le statut pouvaient s'effondrer lorsqu'ils ont rencontré la vérité. Le dîner en famille qui avait autrefois menacé d'exposer notre fracture avait plutôt déplacé le sol sous nos pieds. Et pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans ce manoir pour la première fois, je sentais que j'appartenais vraiment. Le matin après ce dîner fatidique, je me suis réveillé avant l'aube, agité avec des possibilités. La lumière du soleil a filtré à travers mes stores d'appartements et des rayures pâles. Et je m'allongea immobile, écoutant le bourdonnement de la vie à l'extérieur, un bus scolaire qui gronde dans la rue, les premiers pas de joggeurs sur le trottoir. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti le poids de l'attente. J'avais choisi l'honnêteté, révélé ma vérité et j'ai vu les murs autour de moi trembler. Maintenant, la question était suspendue dans les airs. Qu'est-ce qui est venu ensuite? Je me suis douché rapidement, vêtu d'une chemise blanche croquante et d'un pantalon de la marine sur mesure, et j'ai fait une pause devant le miroir. L'homme qui me regarde a suscité des traces d'épuisement et d'espoir dans une égale mesure. J'ai attrapé mon téléphone, en faisant défiler les messages d'Alissa. Merci pour la nuit dernière. Je ne peux toujours pas le croire. Pouvons-nous parler? Mon cœur a gonflé de soulagement. J'ai exploité une réponse rapide. Rencontrez-moi chez les chapitres et béants à 8 ans. J'apporterai votre chélatte préférée. En quelques minutes, sa réponse est apparue. Rendez-vous là-bas. Le café était calme à mon arrivée. Le doux murmure des premiers clients et le sifflement des machines à expresso me saluant comme une étreinte chaleureuse. J'ai repéré Alissa à notre table. D'angle habituel, le cahier ouvert mais intact, les yeux brillants d'anticipation. Je mets son chélatte devant elle et elle leva les yeux, la gratitude brillant dans son regard. Mika, dit-elle doucement. Hier soir, c'était tout. Elle tendit la main, brossant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je suis désolé de ne pas avoir combattu plus fort pour vous. J'ai secoué la tête. Vous avez fait plus que cela. Vous me laissez vous montrer qui je suis vraiment. Cela a pris du courage. Elle m'a étudié, son expression tendre. J'aimerais juste que vous n'ayez pas eu à aller de telle longueur pour faire vos preuves. J'ai souri doucement. Parfois, les vérités les plus difficiles ont besoin de gestes dramatiques. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, partageant des plans pour notre avenir.
Elle m'a dit qu'elle avait déjà contacté Camille pour la remercier d'avoir ouvert la conversation pour exprimer son désir de reconstruire la confiance. Je lui ai parlé de ma réunion plus tard dans la journée avec mon avocat pour revoir le contrat et rédiger un nouvel accord, celui qui a honoré notre amour et respecté l'héritage de mon père sans sacrifier la dignité. Chaque mot ressemblait à un autre clou retiré du cercueil de nos anciens doutes. Lorsque j'ai quitté le café, j'ai emporté avec moi un sens du but renouvelé. Mon premier arrêt a été le bureau de mon avocat à Midtown, où j'ai présenté le contrat existant et le résumé du portefeuille à mon avocat, Mademoiselle Chin. Elle haussa un sourcil lorsqu'elle a vu les chiffres. Des milliards en avoir, des dotations philanthropiques, des fiducies d'entreprise. Tu ne plaisantes pas, dit-elle, la voix amusée. J'ai hoché la tête. Je veux un nouvel accord qui reflète l'égalité et le respect mutuel. Celui où aucun de nous ne se sent contrôlé. Elle sourit avec approbation. Je vais rédiger quelque chose de juste, celui qui célèbre votre partenariat plutôt que de le mettre en boîte. Ensuite, je me suis rendu au lycée où j'avais prévu une annonce surprise pour mes élèves. Dans le bureau d'orientation, j'ai rassemblé les personnes âgées qui avaient fait partie de mon programme de mentorat, un groupe serré de 6 chercheurs brillants. Leurs yeux se sont élargis lorsque je leur ai parlé de l'initiative Jennings Scholar, un nouveau fonds de bourses assis par la succession de mon père dédié au soutien aux étudiants sous-représentés dans la poursuite de l'enseignement supérieur, des stages et des ateliers de leadership. Monsieur Jennings, a déclaré Tasha, un junior à la voix douce. C'est incroyable. Elle m'a accroché le bras. Ma famille n'a jamais pensé que j'irais à l'université. J'ai souri, une voix épaisse d'émotion. Vous le ferez, Tasha, et le reste d'entre vous aussi. Ce fonds est notre promesse que vos rêves comptent. Ils ont éclaté en applaudissements et des larmes ont moulé dans mes yeux en réalisant le cercle complet de la mission de mon père. Les mêmes enfants qu'il voulait élever. Les mêmes visages avec lesquels j'avais travaillé tous les jours. En fin d'après-midi, je suis arrivé à la résidence Monroe pour finaliser notre accord renouvelé. Camille m'a accueilli dans son bureau avec un signe de tête mesuré. Le bureau était nu à l'exception de 2 copies de notre nouveau contrat imprimé sur du papier ivoire, un étiqueté Mika et Alyssa Jennings dans un script élégant. Je définis le résumé du portefeuille entre nous avant qu'elle ne puisse parler. Merci pour la nuit dernière, j'ai commencé. Et merci d'avoir écouté. Nous sommes prêts à aller de l'avant selon nos propres conditions. Elle s'arrêta, étudiant le résumé. Puis avec une profonde inspiration, elle hocha la tête et ramassa un stylo. Faisons cela. Nous avons traversé les clauses ensemble. Actifs partagés définis par le consentement mutuel, des dispositions claires pour le soutien du conjoint, la confidentialité concernant les 2 familles, et surtout, une clause mutuelle mettant l'accent sur le partenariat, la confiance et l'amour comme force contraignante. Chaque paragraphe ressemblait à un pont construit à travers le gouffre de nos malentendus passés. Lorsque la dernière page est arrivée, Camille m'a regardé. C'est juste, dit-elle tranquillement. Je suis fier de ma fille et de l'homme qu'elle a choisi. Ce soir-là, Alyssa et moi avons marché main dans la main dans le parc du Piémont, les magnolias fleurissent encore lourds sur les arbres. Nous nous sommes arrêtés par le banc où je me suis d'abord agenouillé, et elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Je t'aime, dit-elle simplement. J'ai entendu son visage, se brossant la joue avec mon pouce. Et je t'aime, répondis-je. Pas pour de l'argent, un statut ou un contrat. Pour vous. Elle a ri, un son doux et joyeux qui résonnait comme une promesse. Nous l'avons fait, murmura-t-elle. Nous avons trouvé notre chemin en arrière. Je l'ai rapproché, sentant le rythme régulier de son cœur contre le mien. Ensemble, dis-je, toujours ensemble. À ce moment-là, j'ai compris le véritable héritage que mon père m'avait quitté. Pas seulement la richesse ou les secrets, mais le courage de réclamer ma valeur et le pouvoir de le partager avec les autres. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, doyant le ciel, je savais que l'amour, inconditionnel, honnête et inébranlable, était le plus grand héritage de tous. La lumière du matin passait à travers les grandes fenêtres du laboratoire d'apprentissage du centre communautaire alors que je déverrouillais la porte, l'anticipation enroulée dans ma poitrine. La pièce, autrefois nue et faisant écho au vide, désormais servie de bureau poli, d'ordinateurs bourdonnants et d'affiches colorées célébrant la réussite. Je m'arrêtai au seuil, rappelant le voyage qui avait mené ici, ma première blague maladroite à Alyssa dans ce bar à café de la librairie, les licenciements froids du Mont-Rose, le contrat de mine qui a presque rompu notre engagement et la révélation choquante de l'empire caché de mon père. Chaque torsion m'a façonné, m'a testé et m'a guidé à ce moment.
la grande ouverture de l'initiative Jennings Scholar. À l'intérieur, les bénévoles ont organisé des étiquettes de noms pour les étudiants qui devaient recevoir le premier cycle de bourse. Leurs visages montraient avec le même mélange de nerfs et d'excitation que j'avais porté autrefois. Je me suis glissé tranquillement à l'avant de la pièce, saluant Jonas, maintenant un stagiaire confiant dans notre programme de codage, et Tasha, qui rayonnait à la vue de son propre bureau, stocké avec des livres de référence et un nouveau bloc-notes. « Bienvenue, dis-je, la voix stable mais chaleureuse. Cet espace vous appartient. Vos idées, vos questions, vos rêves. » Ils ont hoché la tête, la gratitude brillait dans les yeux. Au milieu du matin, la pièce polyvalente remplie de parents, d'éducateurs et de dignitaires locaux. Nous, la salle, ces mots ont fait écho au chevron. De Tony Morrison à Chimamanda Ngozi, et un coin technologique où les étudiants pouvaient apprendre le codage, la conception graphique et la narration numérique. Les parents se penchèrent, les yeux brillants de soulagement. Cela change tout, murmura une mère, lissant les cheveux de sa fille. J'ai senti une bosse dans ma gorge à l'idée que ce centre pourrait être le tournant de la vie de leur enfant, tout comme mon père l'avait envisagé. Plus tard, je me suis glissé dans le calme de la bibliothèque nouvellement stockée, où Well of Books a formé un sanctuaire de possibilités. J'ai passé mon doigt le long des épines, de l'histoire, de la science, de la poésie et j'ai fait une pause dans une copie de Maya Angelou, Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante. Je l'ai tiré libre et ouvert à un passage marqué. Vous pouvez me tirer dessus avec vos mots, mais toujours, comme l'air, je vais me lever. J'ai inspiré lentement, laissant les mots s'installer sur moi. Ils ont parlé de la résilience, de la dignité et de l'esprit incassable que j'espérais favoriser chez tous les étudiants qui ont marché ces salles. Un coup doux m'a attiré. Alissa s'est glissée à l'intérieur, transportant 2 tasses de thé parfumé au jasmin. Elle s'installa à côté de moi, sa présence une encre calme. Je lui ai offert le livre. Je pensais que tu pourrais aimer ça, dis-je. Elle sourit, traçant le titre avec son doigt. Parfait, murmura-t-elle. Tout comme toi. J'ai tendu la main. Nous avons fait ça ensemble, ai-je répondu. Votre soutien a fait toute la différence. Alors que l'après-midi faisait fondre le soir, je suis retourné dans le hall principal pour trouver des élèves regroupés dans les stations d'activité, certains résolvant des puzzles mathématiques, d'autres collaborant sur un projet de robotique. Le rire et la conversation ont rempli l'air, ponctués par le clic doux des claviers. Je m'arrêtai près de l'entrée, regardant un étudiant de première année timide guider un jeune élève à travers un exercice de codage. À ce moment-là, j'ai compris le vrai pouvoir de l'héritage. Ce n'est pas la richesse ou les bâtiments, mais les opportunités que nous créons pour les autres pour découvrir leurs propres forces. Debout à côté d'Alissa, j'ai ressenti le poids de l'ascenseur passé, remplacé par la promesse brillante de demain. La fortune cachée de mon père nous avait donné les moyens, mais notre vision partagée et notre croyance inébranlable les unes aux autres, lui avaient donné vie. Alors que les lumières du centime brillaient contre le ciel obscurci, je savais que notre plus grand la réussite n'était pas ce bâtiment. C'était la communauté qui l'a servi, les rêves qu'il nourrissait et les connaissances qu'ensemble, nous avions réécrit le dernier chapitre de notre histoire en un espoir, l'autonomisation et l'amour incassable. La première lumière de l'aube avait à peine touché l'horizon lorsque j'ai déverrouillé les portes du centre d'initiative Jennings Scholar. Dans le silence silencieux, je me suis déplacé à travers des salles impeccables bordées de bureaux, d'ordinateurs et d'étagères de livres donnés qui ont brillé de promesses. Chaque surface portait le poids de la transformation. Du plancher de gym fissuré qui a fait écho à la rareté à ses sols polis en fredonnant avec possibilité, je me suis arrêté à l'entrée du hall principal. La clé en laiton de mon père a caché en toute sécurité dans ma poche, un rappel à la fois de sa générosité secrète et du voyage que son héritage avait mis en mouvement. Alors que les étudiants commençaient à filtrer, leurs visages brillants avec la curiosité et l'optimisme prudent, je les ai salués un par un. Il y avait du Marisol qui serrait sa lettre d'acceptation de bourse comme une ligne de vie et Devon brillait déjà avec le tutoriel de codage sur un poste de travail à proximité. Leur l'avoir m'a rappelé le jour où j'ai rencontré Alissa pour la première fois dans ce café. L'étincelle de l'allumage potentiel sur le café et les livres de poche. Au milieu du matin, le centre a bourdonné d'activité. De petits groupes se sont blottis sur des problèmes mathématiques. Des volontaires ont dirigé des ateliers d'écriture et une équipe de robotique a testé leur dernière création sous les lumières vives STEM Lab. J'ai déménagé parmi eux, pratique et présent, offrant des conseils en cas de besoin et en reculant pour regarder les percées se dérouler.
Chaque instant ressemblait à un témoignage de la vision de mon père que chaque jeune, quel que soit le contexte, méritait les ressources pour prospérer. Dans l'après-midi, j'ai rejoint Alissa dans la bibliothèque où elle a organisé un cercle d'étudiants pour une discussion documentaire. Elle a levé Maya Angelou. Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante, les yeux de la même manière. Que signifie la résilience pour vous? Elle a demandé. Les étudiants ont partagé des histoires d'adversité, de ménages monoparentaux, de difficultés financières, de doutes académiques et ont parlé de monter ci-dessus avec détermination et espoir. Leurs mots faisaient écho aux lignes angèltes. Pourtant, comme l'air, je vais monter, affirmant le but de sang. Alors que le crépuscule s'installe, je suis retourné dans la salle vide, passant ma main le long du ruban qui ornait l'entrée. Demain, plus d'étudiants arriveraient. Demain, plus de vies changeraient. Mais ce soir, dans l'immobilité, je me suis permis un moment de réflexion. Le centre était la preuve que le plus grand objectif de la richesse est d'élever, pas d'isoler. Le secret de mon père était devenu notre mission partagée. Notre amour testé par des contrats et des révélations avait forgé le courage d'utiliser ce secret au service des autres. En verrouillant les portes derrière moi, j'ai senti le triomphe silencieux d'un héritage accompli. L'initiative Jennings Scholar n'était plus seulement le rêve de mon père. C'était le nôtre, vivant dans le regard plein d'espoir de chaque élève, prêt à façonner des chapitres de possibilités bien au-delà de ces murs.